Bonsoir. Dans un instant, Science Grand Format vous emmène au Mexique à la découverte de Teotihuacan, l'un des sites archéologiques les plus imposants de notre planète. Situé à 2200 mètres d'altitude, au nord-est de Mexico, Teotihuacan est une cité construite il y a 2200 ans qui abrite l'immense pyramide du Soleil et les ruines de nombreux temples et habitations disparues depuis des siècles. Ce soir, grâce aux reconstitutions en 3D, vous allez découvrir par quelle prouesse les ingénieurs de l'époque ont pu ériger une pyramide monumentale de 65 mètres de haut. Ce site a été le plus important centre religieux de la région pendant des années. La ville, riche et prospère, comptait à son apogée plus de 200 000 habitants avant d'être abandonnée dans le plus grand des mystères entre le 6e et le 7e siècle. En perçant les mystères du passé mouvementé de Teotihuacan, les chercheurs que vous allez rencontrer vont vous permettre de mieux comprendre le contexte religieux de cette métropole avec ses rites sanglants au cours desquels de nombreux sacrifices humains ont été pratiqués. Bien avant les Aztèques, qui l'ont baptisé l'endroit habité des dieux, cette civilisation mexicaine méconnue offre un terrain de recherche hors du commun pour les scientifiques qui ne cessent d'améliorer notre connaissance de ce lieu sacré. La cité perdue de Teotihuacan, c'est un film que vous allez pouvoir partager, commenter et liker en vous connectant dès maintenant sur la page Facebook de France 5 dédiée au documentaire. Bonne soirée et vive la science en grand format. Teotihuacan, au Mexique. Une immense cité vieille de 2200 ans, construite autour de pyramides spectaculaires. Teotihuacan est exceptionnel et unique. L'échelle et le degré de planification sont vraiment extraordinaires. Des archéologues enquêtent parmi les ruines pour percer le mystère de cette cité disparue. Ils y font des découvertes macabres. On pense qu'ils ont été enterrés vivants. Et ils exhument des trésors enfouis. C'est beau, non? C'est unique. À quoi servaient ces immenses pyramides? Qui les a construites? Et pourquoi cette cité a-t-elle été abandonnée à peine 900 ans après sa création? Nous allons déconstruire ces merveilles de l'Antiquité pour révéler les indices cachés sous les pierres, dans les passages secrets et au fond des chambres sacrificielles. Et nous exposerons les secrets les plus sombres de cette mystérieuse civilisation disparue. La cité antique de Teotihuacan est un joyau archéologique situé dans la vallée de Mexico. D'après les historiens, elle comptait à son apogée entre 100 000 et 200 000 habitants. D'immenses pyramides alignées le long d'une avenue centrale surplombent le centre de la cité. À proximité, le siège du pouvoir est cerné par des monuments résidentiels réservés à l'élite. Dans les champs alentours, des traces d'habitation s'étendent sur plusieurs kilomètres. La construction de cette cité a commencé aux alentours de 200 ans avant notre ère. Mais aujourd'hui, personne ne sait avec certitude qui étaient les Teotihuacanos, ni pourquoi leur cité a disparu dès le milieu du 7e siècle. Teotihuacan était la plus grande cité des Amériques pendant la première moitié du 1er millénaire. Pourtant, on sait encore peu de choses sur les Teotihuacanos. Aujourd'hui, des instruments de haute technologie permettent aux archéologues de découvrir les secrets les plus intimes de la cité. David Carballo étudie cette civilisation depuis 18 ans. C'est toujours passionnant de travailler ici. L'échelle et le degré de planification sont vraiment extraordinaires. Teotihuacan garde jalousement ses secrets. Alors David Carballo cherche des similitudes avec d'autres civilisations anciennes. Il n'y a pas beaucoup de traces écrites, comme pour les Mayas ou les Aztèques. Alors on s'inspire d'eux pour faire le lien entre ce qu'on sait grâce à ces vestiges et pour imaginer l'organisation de la cité. Les archéologues ne connaissent même pas le nom initial de la cité. Le nom de Teotihuacan a été donné par les Aztèques.
Il signifie la cité des dieux, ou bien la cité où naissent les dieux. Dans l'histoire des origines aztèques, le monde et le temps commencent à Teotihuacan. Les Aztèques étaient si impressionnés par l'ampleur de la cité qu'ils pensaient qu'elle était l'œuvre des dieux. Quand ils l'ont découverte, les Teotihuacanos avaient disparu depuis longtemps. Pour David Carballo, ces pyramides n'ont rien à voir avec celles des Aztèques ou des Mayas. Il pense que le meilleur moyen de comprendre cette civilisation est d'explorer les lieux de culte de sa rue principale, l'allée des morts. Il faut se replonger dans l'époque antique il y a 1500 ans. Les habitants se rassemblaient sûrement dans l'allée des morts et les rituels étaient visibles d'un peu partout dans la cité. Les monuments rituels les plus importants sont les 3 immenses pyramides. La plus grande est aussi la plus ancienne. Elle aurait été construite entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. La pyramide du Soleil est une véritable montagne artificielle. Elle n'est pas faite de blocs de pierre, mais d'un monticule d'argile mélangé à de l'eau et à un peu de paille. Un revêtement de ciment et de pierres volcaniques lui donne sa forme. Aujourd'hui, elle ne compte plus que 238 marches en pierre taillée sur les 260 d'origine. Elles conduisent au sommet, qui culmine à près de 65 mètres au-dessus de la cité. Sa démesure prouve l'importance du culte des divinités pour cette civilisation. David Carballo pense que les prêtres gravissaient la pyramide à des dates clés du calendrier céleste, afin de se rapprocher des dieux. Nous voici au sommet de la pyramide du Soleil. D'ici, on domine toute la vallée de Teotihuacan. La pyramide du Soleil devait être l'un des monuments les plus spectaculaires du monde antique. Beaucoup de représentations indiquent que des rites du feu avaient lieu ici. Non seulement pour fêter les grands événements calendaires, mais aussi pour introniser les nouveaux dirigeants. Donc ça devait être un lieu de spectacle et d'apparat. Les premiers Teotihuacanos construisent des ensembles cérémoniels démesurés. Mais les pyramides édifiées par les générations suivantes sont étonnamment plus petites. C'est la preuve que cette civilisation est capable d'évoluer dans ses pratiques culturelles. Et notamment d'inventer un nouveau culte pour vénérer un autre dieu. Voici le serpent à plumes, qui a donné son nom à ce temple. Les sonnettes nous indiquent qu'il s'agit d'un crotal, et on distingue très bien les plumes sur le corps. Pour les Teotihuacanos, le serpent à plumes est le créateur du monde. Vers l'an 200, pour honorer leur nouveau dieu, ils construisent un ouvrage d'une complexité inégalée. Les origines de ce dieu se trouvent ici. C'est un dieu primordial qui dispose d'un temple à son effigie. C'est surtout la preuve d'un effort nouveau pour mettre cette divinité en avant. L'extérieur du temple du serpent à plumes est superbe. Mais le plus stupéfiant se trouve à l'intérieur. Au lieu d'une simple montagne de boue, le cœur du monument est un enchevêtrement complexe de pierres et de mortiers. Il comportait 7 niveaux distincts reliés par des murs épais. Des pierres comblent l'intervalle entre les niveaux et créent des cellules modulables. Ensemble, ces cellules constituent d'énormes blocs d'une solidité à toute épreuve.
Cet édifice sophistiqué prouve que les talents de bâtisseurs des Teotihuacanos évoluent avec leur religion. Mais pourquoi adopter une conception aussi complexe dans une partie invisible de la pyramide? D'après David Carballo, c'est avant tout pour des raisons pratiques et non à des fins rituelles. La conception géométrique renforce le cœur de la pyramide. Elle peut ainsi supporter le poids des 400 énormes têtes sculptées qui ornent l'extérieur. Ce sont des sculptures magnifiques. Et le fait qu'il y en ait autant sur les 4 façades confirme le travail phénoménal qu'a demandé la construction de cette pyramide. Le temple du serpent à plumes est un ouvrage d'une grande précision. Pour l'édifier, les Teotihuacanos doivent élaborer de nouvelles techniques pour utiliser 4 matériaux différents. Le premier matériau est le bois. À l'aide de poutres, les bâtisseurs construisent des fondations solides en forme de quadrillage. Ils bardent ensuite les contours de chaque cellule d'une couche de boue, de mortier et de pierres volcaniques qui constituent la base des murs. Ils remplissent l'intérieur de pierres volcaniques dures, trop grossières pour servir de revêtement extérieur. Le matériau le plus raffiné est utilisé pour la façade. Ce sont des dalles de pierre de haute qualité, ornées de sculptures élaborées. Ce nouveau culte du serpent à plumes est révolutionnaire et fondamental, car il influencera les civilisations mayas et aztèques. C'est ici que l'on trouve les origines du culte de cette divinité. Elle deviendra très importante en Mésoamérique. Galvanisés par leur nouvelle religion, les habitants de la cité font bon usage de leur talent de bâtisseurs. Ils offrent à leur population en plein essor une cité à plan quadrillé, composée d'ensembles cérémoniels et d'habitations. La pyramide du soleil est précisément alignée avec le soleil levant le jour de 2 grands événements rituels. Chaque monument religieux présente la même orientation. David Carballo est convaincu que les Teotihuacanos se sont donné beaucoup de mal pour organiser la cité selon un même modèle sacré. On sait que la cité était rigoureusement organisée, mais dans quelle proportion, cela reste à déterminer. David Carballo s'associe à un spécialiste de l'architecture antique, Luis Barba, dans l'espoir de trouver des preuves de cette étonnante planification urbaine. Tu penses qu'on va trouver des petits murets ici? En tout cas, j'espère. Moi aussi, on va bien voir. Les 2 archéologues fouillent une zone à l'extérieur du centre cérémoniel. Ils cherchent d'éventuels vestiges pour savoir si cet alignement se répète sur la totalité du site. Mais il ne reste aujourd'hui que des champs. Ils ont besoin de matériel haute technologie pour scanner le sol en profondeur. Et cet instrument est capable de détecter des variations infimes du champ magnétique pour nous donner une idée de ce qui se trouve sous nos pieds. Les roches ici contiennent du métal détectable. David Carballo télécharge les données prélevées par l'instrument. Les résultats semblent confirmer ses soupçons. Les rangées de pierres qu'on voit ici devraient être les murs qu'on cherche. Ça devrait correspondre à des murs. Tout à fait. Ils sont orientés à 15 degrés 25 nord-est. Oui. Comme le plan quadrillé. Donc c'est l'alignement attendu. Ces résultats prouvent que l'alignement des murs est tout aussi géométrique ici qu'au centre de la cité. C'est incroyable et presque rassurant qu'il soit aussi prévisible. On sait que si on établit un plan quadrillé et qu'on fait des fouilles en suivant ce plan, on va trouver ce qu'on cherche. Ce même alignement se répète donc bien au-delà des pyramides centrales.
Le plan quadrillé couvre en totalité 39 km² de zones fortement peuplées. Cette planification urbaine ne concerne pas seulement les zones résidentielles. Les bâtisseurs ont même détourné le cours de la rivière autour de l'allée des morts pour respecter ce plan. Il semble y avoir une tentative délibérée de modeler le paysage, y compris le cours de la rivière, pour suivre ce plan quadrillé. Cela en dit long sur le degré de planification. Il faut sans doute y voir une raison religieuse, comme celle de s'aligner sur des phénomènes astronomiques et sur le calendrier. Les Teotihuacanos ont une telle obsession pour les codes rituels qu'ils les intègrent à la conception même de leur cité. C'est une découverte capitale, mais elle ne permet pas d'élucider l'un des plus grands mystères de Teotihuacan. Pourquoi cette formidable cité a-t-elle été construite? Sergio Gómez Chavez dirige une autre équipe d'archéologues qui fouille les pyramides à la recherche d'indices. Il pense que la clé de l'énigme se trouve dans la fonction de ces monuments. Ces fouilles sont très importantes pour nous, car elles devraient nous aider à comprendre la vision du monde et la religion des civilisations mésoaméricaines, notamment des Teotihuacanos. La plus grande pyramide de la cité cache un secret étonnant. Sous la pyramide du Soleil, des archéologues exhument un tunnel creusé dans le substrat rocheux. Ils croient tout d'abord à une galerie naturelle, avant de heurter une chambre taillée dans la roche. Derrière cette chambre, ils découvrent les vestiges de 17 murs épais destinés à barrer l'accès au tunnel. Et tout au fond, une autre chambre, plus complexe, en forme de trèfle. Les archéologues ignorent ce que cachait cette pièce souterraine, mais elle a été scellée pour l'éternité, enfouie sous des millions de tonnes de pierre. Ce tunnel est désormais vide. Des voleurs l'ont sans doute pillé il y a des centaines d'années. Mais cette trouvaille fascinante n'est que le début d'une formidable aventure. Aujourd'hui, Sergio Gómez explore un autre tunnel qu'il a découvert récemment sous le temple du serpent à plumes. Il est certain qu'il a également été creusé par l'homme. Les parois et le plafond du tunnel portent toujours les traces des outils utilisés pour l'excaver. Les architectes de la cité se sont servis d'outils en bois pour creuser ce passage souterrain de 120 mètres de long. Et celui-ci semble avoir été épargné par les pilleurs. On a découvert plus de 100 000 objets différents. Certains sont extraordinaires et inédits dans l'histoire de l'archéologie du Mexique. C'est la preuve que ce lieu était essentiel pour les Teotihuacanos. Comme sous la pyramide du Soleil, les bâtisseurs sont allés très loin pour protéger ce tunnel et son contenu. Ces murs se dressaient du sol au plafond pour bloquer entièrement l'accès au tunnel. Certains présentent même des surfaces planes qui ont conservé l'empreinte de celui qui a construit ces murs. Toucher cette empreinte, c'est comme remonter le temps, car on sent la main de l'homme qui travaillait ici il y a 2000 ans. L'archéologue et son équipe doivent dégager des tonnes de terre, sans doute destinées à sceller le tunnel. Mais le jeu en vaut la chandelle, car sous les débris, ils découvrent une véritable mine d'objets anciens. On procède avec précaution, avec des outils tout petits, pour ne pas endommager les objets en les déterrant. Aujourd'hui, l'équipe doit exhumer 2 pots très anciens.
Personne n'a touché à ces objets depuis au moins 1800 ou 2000 ans. Le nombre de pièces découvertes est surprenant, tout comme la qualité de leur conservation. Après 2000 ans passés dans la terre, la céramique est extrêmement fragile. Elle est intéressante, car elle est entière. Sergio a déjà exhumé des milliers de pièces comme celle-ci. Ces pots portent la trace de la façon dont ils ont été transportés. Tu vois cette trace? Oui. C'est la trace de la corde. C'est beau, non? C'est vraiment unique. Sergio Gomez pense que ces objets rares étaient des offrandes aux dieux. Ce tunnel serait-il une ancienne sépulture comme dans les pyramides d'Égypte, ou un ancien lieu rituel? Pour l'heure, l'archéologue n'a trouvé aucun ossement humain. Et des traces noires tout au fond du tunnel laissent à penser que ce cul-de-sac avait un tout autre aspect. La première section du tunnel court sur près de 15 mètres sous la pyramide, jusqu'à une chambre en forme de croix située sous les marches. Puis le tunnel se poursuit jusqu'au centre de la pyramide, où il se termine par une seconde chambre plus profonde. Les traces noires sur la paroi semblent indiquer que cette chambre était remplie d'eau. Il s'agirait donc d'une pièce rituelle, d'un lieu de passage vers les dieux de l'inframonde. C'est le lieu le plus sacré de Teotihuacan. Ce qu'on voit, c'est la trace de l'eau quand elle montait jusqu'ici. Car l'inframonde est situé dans un environnement aquatique. On est ici dans l'inframonde. Aujourd'hui, le niveau de l'eau se situe à plus de 15 mètres sous terre. Mais il y a 2000 ans, il était beaucoup plus haut. L'eau remplissait la seconde chambre et formait un lac souterrain. Les habitants de la cité y faisaient des offrandes aux dieux. Dans la vision du monde mésoaméricaine, le cosmos a 3 niveaux. L'inframonde, le monde physique et le monde céleste. Ces 3 niveaux du cosmos sont interconnectés. Mais l'inframonde a une importance particulière, car c'est là que la vie se crée. Les Mexicains ont même incrusté de la pyrite dans les parois du tunnel, pour reproduire le ciel étoilé quand ils passaient avec leurs torches. Regardez comme ça brille. Grâce à ces tunnels, les historiens ont beaucoup appris sur la religion des Teotihuacanos et sur la raison d'être de ces lieux de culte. Les archéologues continuent d'assembler les pièces de ce puzzle gigantesque. Car on sait encore peu de choses sur cette puissante civilisation qui a brutalement disparu. Qui étaient les Teotihuacanos? Et comment vivaient-ils? L'anthropologue Saburo Sugiyama est chargé d'examiner les ossements découverts lors des fouilles des pyramides. Les os nous livrent beaucoup d'informations. S'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, quel âge avait la personne à sa mort, comment elle a vécu et comment elle est morte. Ces os pourraient être la preuve d'horribles sacrifices humains. Le lieu où ils étaient enfermés confirme cette hypothèse. Les archéologues les découvrent par hasard alors qu'ils fouillent les entrailles du temple du serpent à plumes. Dans la cellule centrale du monument, ils exhument 20 squelettes, presque intacts et disposés avec soin. Au total, plus de 260 squelettes ont ainsi été emmurés dans la structure de la pyramide. Le temple est une immense fosse commune. C'est une découverte macabre.
Mais les morts renferment peut-être de précieuses informations sur cette ancienne civilisation. Saburo Sugiyama se trouve face à une énigme. Il cherche des indices sur les os des victimes. Il s'agit d'un homme d'environ 30 ans. Je pense que c'est un guerrier, car il a des os très robustes. On le voit aussi aux objets qui l'accompagnent, comme cet ornement qu'il avait sur la poitrine. Ce sont des maxillaires humains, des mâchoires supérieures. Le collier en mâchoire serait un trophée de guerre. Pour l'anthropologue, c'est une preuve de son identité. Le squelette a été retrouvé avec 89 autres guerriers, organisés par groupe de 18, selon un schéma mortuaire précis. Au centre du temple, 20 corps sont soigneusement disposés avec des objets personnels. Ces objets indiquent qu'ils font partie d'une élite. Ces corps sont cernés de part et d'autre par 2 rangées de 18 guerriers, eux-mêmes flanqués d'une rangée de 8 femmes. Le schéma se répète tout autour de la pyramide. Des rangées de guerriers bordées de rangées de femmes, différentes classes sociales inhumées selon une symétrie sacrée. Mais est-ce un simple cimetière? Où ces personnes ont-elles été sacrifiées? Saburo Sugiyama cherche parmi les ossements la preuve de sacrifices humains. Ici, sur l'os de la mâchoire, on voit que la tête a été tranchée. Il y a la trace de la lame à cet endroit. Les entailles sur la mâchoire prouvent que cette victime a été décapitée. Et l'anthropologue n'est pas au bout de ses surprises. Ils avaient les mains attachées dans le dos. Donc, de toute évidence, ils n'avaient pas envie de mourir. On pense qu'ils ont été enterrés vivants, très probablement. Sinon, ce n'était pas la peine de les ligoter. 260 personnes auraient été sacrifiées pour construire la pyramide du serpent à plumes. Reste à savoir s'il s'agit d'habitants de la cité ou d'étrangers. Les sacrifices humains étaient très fréquents. Pas seulement chez les Teotihuacanos, mais aussi chez les Aztèques et les Mayas, qui pratiquaient beaucoup les sacrifices. Ils décapitaient les victimes et leur arrachaient le cœur. Pour l'anthropologue, les Teotihuacanos pratiquaient sans doute ces rituels pour les mêmes raisons que les Aztèques et les Mayas. Ils sacrifiaient des riches et des pauvres dans des monuments sacrés pour perpétuer le cycle de la vie et de la nature. Le monde devait continuer à tourner. Voilà pourquoi ils sacrifiaient leur vie, leur cœur et leur sang. L'anthropologue lit dans les os des victimes comme dans un livre ouvert. L'eau consommée au cours d'une vie laisse des traces dans la composition des os et des dents. Et comme la composition de l'eau varie en fonction des régions, Saburo Sugiyama peut savoir précisément d'où venaient ces individus. Ce n'étaient pas des habitants de Teotihuacan. Ils venaient d'une autre région, comme celle d'Oaxaca, celle de la côte Pacifique ou encore du Guatemala. C'est une autre possibilité. Certains des squelettes qui appartenaient à l'élite viendraient de Michoacán, à 400 km de là. Et les guerriers à collier viendraient quant à eux du Guatemala, à une distance de 1500 km. Ils ont peut-être été sacrifiés parce qu'ils étaient étrangers. Alors, pourquoi venir à Teotihuacan malgré les risques?
C'était une cité majestueuse. Elle était très séduisante pour beaucoup d'étrangers. Beaucoup venaient pour assister au rituel ou pour profiter de la richesse économique. Pour l'anthropologue, Teotihuacan est la capitale économique du Mexique antique. Et elle attire des visiteurs venus de tout le continent. C'était une cité équivalente à des villes américaines actuelles, comme Washington pour l'influence politique et New York pour l'influence économique. C'était aussi l'équivalent du siège de la NASA, car l'astronomie est née ici, à Teotihuacan. Teotihuacan est donc un mélange de connaissances, de pouvoir et de richesse. Cette cité cosmopolite et prospère doit être immensément riche pour construire des pyramides gigantesques et s'étendre ainsi sur plusieurs kilomètres. Parmi les ruines de Teotihuacan, l'archéologue David Carballo découvre des fragments d'une pierre volcanique vitreuse, l'obsidienne. Aujourd'hui, il se rend dans les montagnes voisines pour tenter d'en trouver la source. Elle a un magnifique éclat vert doré. C'est une très belle pierre volcanique que les Teotihuacanos utilisaient pour faire des outils et des armes. C'était leur pierre tranchante de prédilection. À en croire la quantité importante d'obsidienne découverte dans la cité, il s'agit sans doute d'une ressource capitale. Sous le temple du serpent à plumes, aux côtés des centaines de sacrifiés, les archéologues découvrent des milliers d'objets en obsidienne. Des pointes de flèches et de lances, ou encore des lames tranchantes comme des rasoirs. Mais ces armes et ces outils ne portent aucune trace d'usure. Ils trouvent également au centre un ensemble d'étranges figurines. Ces pièces en obsidienne ne seraient pas des objets personnels. Il s'agirait d'offrandes rituelles. C'est la preuve que cette civilisation considère l'obsidienne comme la plus précieuse des richesses. David Carballo pense qu'un gisement important doit se trouver à proximité. Son confrère Alejandro Pastrana cherche des traces très anciennes du passage des hommes dans cette mine d'obsidienne. On est dans un tunnel préhispanique construit avant ce tunnel moderne. Donc il a été creusé il y a très longtemps. Oui, À l'époque de Teotihuacan? tout à fait. L'archéologue s'intéresse à une paroi qui aurait été exploitée par les Teotihuacanos. Ici, on a un gros bloc d'obsidienne de haute qualité. C'est un beau morceau. Un bloc. On retrouve cet éclat vert doré, surtout là où le bloc s'est fendu. C'est vraiment du verre. On trouve cette qualité partout au Mexique? Non, cette qualité ne se trouve que dans cette mine. Donc c'était l'une des principales sources d'obsidienne pour Teotihuacan. Exactement. Pour David Carballo, l'obsidienne extraite ici produit les lames les plus tranchantes de Mésoamérique. Les Teotihuacanos ont un accès exclusif à cette source et ils s'enrichissent grâce à son exploitation. Ils fabriquent des outils qu'ils exportent. Je vais te montrer la technique utilisée pendant des centaines d'années. Je vais essayer de faire une surface plane. 1, 2, voilà. C'est très friable et tranchant. Regardez comme ces bords sont nets. Les Teotihuacanos se servent de pierre pour casser les blocs d'obsidienne. Frappée au bon endroit, la roche se brise en fragments plus petits et plus tranchants. On pourrait fabriquer un couteau ou une pointe de lance très large. C'est la pierre naturelle la plus tranchante qui existe.
Elle découpe le cuir comme si c'était du beurre. C'est plus tranchant que l'acier chirurgical. Cette civilisation ne sait pas forger le métal, mais elle sait tailler l'obsidienne. C'était assurément l'un des piliers de cette économie. Cette pierre volcanique aurait donc fait de Teotihuacan un important pôle commercial. Mais l'obsidienne a aussi des inconvénients. Et ses défauts enrichissent encore davantage la cité. Le fait qu'elle soit si friable et s'émousse rapidement signifie qu'il y avait toujours un marché. La fragilité de l'obsidienne crée une demande constante. David Carballo a découvert la trace d'ateliers au cœur de la cité. En 6 semaines de fouilles, on a exhumé plus de 400 kilos de débris d'obsidienne. C'est ce qu'ils ont laissé, et non ce qui est sorti de l'atelier. D'après les calculs de l'archéologue, si un atelier produisait à lui seul 400 kilos de débris, alors plus de 100 tonnes d'obsidienne ont dû passer par les ateliers de la cité tout au long de son existence. Les artisans doivent produire en permanence pour renouveler le stock d'outils et d'armes. Les Teotihuacanos sont tellement d'obsidienne qu'ils peuvent exporter leur production. Ils commencent à construire des routes pour atteindre les cités lointaines. Ils choisissent toujours la voie la plus rapide et rien ne les arrête. Ils créent ainsi un immense réseau commercial et commercialisent leur obsidienne sur plus de 1000 km de l'Atlantique au Pacifique. Tandis que la demande continue d'augmenter, Teotihuacan s'agrandit et sa population explose. La mystérieuse cité des pyramides dévoile peu à peu ses nombreux secrets. Le sacrifice humain semble être une pratique courante. Et l'obsidienne serait à l'origine de la richesse de la cité. Mais l'identité de ses dirigeants reste une énigme depuis des siècles. S'agit-il d'une monarchie, comme chez les Aztèques et les Mayas? Pour l'archéologue Julie Gazola, plusieurs dessins racontent une autre histoire. Chez les Mayas, on retrouve toujours des représentations du roi, mais pas chez les Teotihuacanos. Leurs illustrations présentent des icônes religieuses et des scènes de la vie quotidienne, mais aucune image de royauté. Mais s'il n'y a pas de roi, qui règne sur la cité? Julie Gazola pense que la réponse se trouve une fois de plus sous le temple du serpent à plumes. Enfoui sous un millier de tonnes de gravats, à 12 mètres sous la pyramide la plus sacrée de la cité, les archéologues découvrent 4 statuettes en pierre verte. 3 femmes et un petit homme nu. 2 d'entre elles se dressent vers l'alignement du sommet de la pyramide et regardent droit vers le soleil levant. Ces statuettes sont des pièces inestimables du puzzle, car elles sont peut-être en lien avec les dirigeants de Teotihuacan. Compte tenu de leur emplacement rituel, il pourrait s'agir d'offrandes faites aux dieux de l'inframonde. Ces statuettes sont uniques. C'est la plus grande offrande jamais découverte à Teotihuacan et dans toute la Mésoamérique. D'autres trésors ont été retrouvés à côté des statuettes. Nous avons des ornements en jade, des perles et aussi des miroirs. Julie Gazola pense que toutes ces reliques ont été commandées et placées dans le tunnel par les chefs de Teotihuacan pour célébrer la création de leur cité.
Ce n'est pas un site funéraire, c'est un site d'offrande. La plus grande offrande jamais faite qui soit liée à la construction de la cité. La pierre verte exotique utilisée pour fabriquer ces objets luxueux en dit long sur l'identité des dirigeants. Il n'y a pas de jade autour de Teotihuacan, mais dans la région des Mayas, au Guatemala. Ils ont donc importé la pierre verte, le jade. Beaucoup des objets rituels des Teotihuacanos sont en pierre importée. D'après l'archéologue, plusieurs marchands seraient devenus si riches qu'ils auraient pris le contrôle de la ville. La cité serait donc dirigée par des commerçants et non des rois et reines. Les monuments qui cernent les pyramides témoignent de l'existence fastueuse des chefs de la cité. Cette élite vit et gouverne au milieu des pyramides et des temples, au centre de Teotihuacan. Les riches marchands vivent dans des habitations de plein pied, construites autour d'une cour intérieure. Ils peuvent se permettre d'enduire les murs en pierre de chaux, alors très onéreuses, et de les orner de fresques. À plus d'1 kilomètre de là, aux abords de la cité, les pauvres construisent leur propre habitation avec des matériaux beaucoup plus modestes. Des tombes découvertes sous des cabanes témoignent de l'extrême pauvreté de la couche la plus basse de la société. Ce squelette est celui d'un enfant. Le crâne porte des traces de maladie, peut-être liées à des carences alimentaires. Il y a un fossé énorme entre le niveau de vie des pauvres et celui de l'élite. Les conditions de vie très pénibles sont sans doute à l'origine de troubles de malnutrition, d'infections et de morts précoces parmi les plus pauvres. À côté de ces squelettes, les archéologues ont découvert des objets sinistres qui révèlent une étrange pratique. Les pauvres étaient enterrés avec des outils faits en os humain. On a trouvé un outil pointu en os dans une perle. Donc, on sait que la perforation des perles se faisait avec un petit outil en os. Ils ne fabriquent pas seulement des aiguilles, mais aussi des outils en os humain pour travailler la pierre et le textile. C'est un polissoir en crâne humain. Cet outil est fait dans un os de bras pour percer. Les habitants les plus défavorisés de la cité recyclent les os de leurs ancêtres, sans doute par superstition. Ils pensaient que les ossements avaient une signification symbolique, qu'ils étaient chargés de l'énergie de leurs ancêtres et que cette énergie était transférée aux vivants. Les pauvres se servent ensuite de ces outils pour fabriquer des objets précieux pour les riches. Des objets qu'ils ne pourront eux-mêmes jamais s'offrir. Dans cette cité de commerçants, les riches ont le pouvoir et les pauvres meurent de faim. Grâce à leur long travail de recherche, les archéologues ont désormais un certain nombre de certitudes. À son apogée, au milieu du 5e siècle, Teotihuacan est la plus grande cité de l'Amérique précolombienne. 150 à 200 000 personnes vivent ici. Des marchands opulents installés au cœur de la cité, aux ouvriers miséreux dans les faubourgs. Puis soudain, après 700 ans de prospérité, cette civilisation puissante disparaît mystérieusement.
David Carballo pense avoir trouvé une explication autour du monument le plus orné de Teotihuacan, le temple du serpent à plumes. Ces têtes de serpent à plumes sont en pierre sculptée. Elles ont été ajoutées et fixées sur la façade du temple. À l'origine, il y avait plus de 400 têtes magnifiquement sculptées. Mais celles retrouvées derrière la pyramide sont très endommagées. On voit très bien que celle-ci a été défigurée. Il lui manque le nez. Celle-ci aussi semble avoir été abîmée au niveau du nez. Les dégâts sont si importants qu'ils semblent délibérés. Ces dégâts ne sont pas accidentels. C'est toujours le nez qui est arraché. S'il était tombé par hasard, il y aurait aussi de la casse ailleurs. Cela indique qu'il y a eu un événement violent, une querelle entre clans, un conflit ou même une guerre civile. Si cette hypothèse est juste, ce conflit ne s'est peut-être pas limité à l'enceinte du temple. David Carballo examine les ruines des monuments voisins. Regardez ce mur. Il porte le motif blanc et rouge du stuc d'origine, comme deux escargots entrelacés. Et regardez ces traces de suie dans le coin. Ces structures ont été brûlées. Pour l'archéologue, cela ne fait aucun doute. Ces traces sont le fruit d'un incendie volontaire. Elles se retrouvent sur presque tous les monuments du centre rituel de la cité. À cet endroit, il y avait sans doute une poutre en bois pour porter le toit. Comme c'était du bois, le feu a noirci le stuc avec la suie. Les couches de cendres et de bois brûlés indiquent qu'un incendie important a ravagé le centre de la cité. Les flammes ont détruit tous les lieux de culte et les résidences de l'élite. Le feu a pris dans les pièces des palais et des complexes religieux. C'était sans doute un incendie organisé et coordonné. Pour moi, c'est une preuve accablante. Ces bâtiments, avant tout associés au pouvoir, religieux ou politique, ont été pris pour cible de façon délibérée lors de l'incendie de la cité. S'il s'agit d'une destruction volontaire, qui en est responsable? Est-ce l'œuvre d'une civilisation rivale ou bien d'un conflit interne à la cité? La réponse se trouve peut-être à 1 kilomètre du centre de Teotihuacan, dans un champ de débris autrefois habité par des ouvriers. Lors des fouilles réalisées ici, on n'a trouvé aucune trace de l'incendie survenu dans le centre de la cité. Donc, il ne s'agirait pas d'une attaque venue de l'extérieur, mais plutôt d'un effondrement de l'intérieur. Les ouvriers se seraient soulevés contre leurs dirigeants et auraient déclenché une révolte sociale sans précédent. Cette classe ouvrière qui constituait le pilier de l'économie du pays s'est sentie abandonnée par le système. Par conséquent, elle a rejeté l'autorité, a pris les armes et a mis à sac sa propre cité. Au 7e siècle, les pauvres et les opprimés se rebellent. Ils mettent le cœur de leur cité majestueuse à feu et à sang. Une fois l'élite dirigeante éliminée, la cité décline rapidement, avant d'être totalement abandonnée et désertée. Teotihuacan est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. C'était une énorme capitale politique et économique et aussi un lieu de pèlerinage. Après sa chute, la Mésoamérique ne connaîtra jamais plus de cité d'une telle dimension. La cité disparaît. Mais la légende de Teotihuacan reste bel et bien vivante. Elle va influencer la civilisation maya et tant éblouir les Aztèques qu'ils la verront comme une création divine. Aujourd'hui, les archéologues commencent à élucider le mystère de ces monuments rituels. Avec leurs chambres secrètes, leurs passages souterrains
leurs objets précieux et leurs fosses sacrificielles emplies d'ossements d'étrangers. Mais de nombreuses interrogations demeurent, car la plus grande cité de l'Amérique précolombienne n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Partons à présent pour l'Asie et la cité exceptionnelle d'Angkor au Cambodge. Cette merveille architecturale, construite au milieu de la jungle 1800 ans avant Jésus-Christ, a connu elle aussi au cours de son histoire de nombreux rebondissements. Ancienne capitale des Khmers, la grandiose Angkor a rayonné sur un très vaste empire avant de décliner. C'est là que travaillent les archéologues du monde entier pour protéger ce lieu de culte et en déchiffrer les mystères. Angkor, les fantômes de la jungle, c'est maintenant sur France 5 dans Science Grand Format.